sommaire de cette édition, en Afrique du Sud, les poursuites pour fraude engagées il y a 3 semaines contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan, ont été abandonnées par la justice ce lundi. Des responsables nigérians ont été accusés ce lundi par l'organisation Human Rights Watch d'avoir violé et abusé de femmes réfugiées dans des camps du nord-est du Nigeria. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Michel Aoun est devenu ce lundi le 13e président du Liban depuis l'indépendance. 26 ans après en avoir été chassé par l'armée syrienne, ce test général de 81 ans regagne grâce à son opiniâtreté le palais présidentiel de Bagdad pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il devient le 3e général à accéder à la magistrature suprême. Pour y parvenir, Michel Aoun a reçu l'appui inopiné de 2 de ses adversaires politiques, le chef chrétien des forces libanaises et l'ex-premier ministre sunnite, tous deux hostiles au président syrien Bachar al-Assad et à ses alliés libanais du Hezbollah. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon est toujours en garde à vue à la brigade territoriale de Cotonou, une structure fortement militarisée. Sur place, la mobilisation ne faiblit pas et les sympathisants de l'ancien candidat à la présidentielle continuent d'effectuer le déplacement. Sont aussi présents sur les lieux les acteurs politiques, les élus du peuple et les membres de la société civile. Suivez à présent quelques-unes des réactions recueillies sur le terrain. Je pense que ce n'est pas une affaire juridique, c'est plutôt une affaire politique. Et à un problème politique, il faut trouver une solution politique. Je suis venu ici ce matin parce que je vois que c'est de l'injustice. Ajavon, je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Lui-même ne peut pas me dire qu'il me connaît. Mais je suis venu ici en tant que maire pour demander à notre président de la République de lâcher Ajavon. Notre pays n'est plus un pays démocratique, que nous sommes dans un pays anarchique. C'est devant moi que les Todjinou, les Lokossou, les Chadarais sont arrivés. On les a chassés comme des chiens. Si nous intervenons, ce n'est pas parce que nous avons un soutien particulier pour un homme. C'est parce que nous autres, nous estimons que la liberté, elle est capitale. Nous sommes à une étape où c'est une enquête qui se déroule sous la direction de monsieur le procureur de la République par le tribunal de première instance de Cotonou. Donc c'est lui et lui seul qui doit pouvoir, qui dans ses compétences détermine l'évolution de l'enquête. Il a été auditionné hier soir. Cela est vrai, mais la suite maintenant, le mouvement qui va suivre, c'est à la décision du procureur. Parlons toujours de cette actualité. Le président directeur général du groupe Kajaf Komol, Sébastien Ajavon, détenu depuis 4 jours, a été entendu par une commission mise en place par le parquet de Cotonou. Selon ses avocats, tous les regards sont désormais tournés vers cette commission qui doit déposer son rapport afin qu'une suite soit donnée à cette affaire. Voici un extrait de l'intervention des avocats. La procédure évolue, il a été entendu et le parquet attend que le rapport de la commission mise en place soit déposé pour donner des suites définitives à l'orientation de cette procédure. Est-ce qu'il sera présenté au juge de la République? La notion de présentation ne s'impose pas. Le procureur sait qu'il est là et le travail se fait. Et donc quand le parquet sera prêt, le parquet qui est encore dans les délais sera prêt, il donnera les suites qu'il estime devoir donner. Est-ce qu'il y a une possibilité que la garde à vue soit prorogée aujourd'hui? La garde à vue peut être prorogée. Le procureur a 8 jours pour boucler sa procédure et on peut y mettre un terme à tout moment. La situation juridique du dossier me paraît très solide en faveur de M. Ajavon Sébastien. C'est vrai que je suis l'un de ses avocats, mais cependant, je peux vous dire que vu l'évolution de la procédure aujourd'hui, je ne crois pas encore qu'on puisse persévérer ou bouger sur cette situation pour dire si on veut vraiment dire le droit. On peut dire qu'il y a espoir. Avec dit qu'il y a espoir. Espoir, pourquoi il n'y avait pas de désespoir? Pourquoi vous voulez qu'il y ait espoir? Il y a eu mépris, c'est tout. C'est une mascarade. Donc
manifestement n'étaient pas à leur place, n'étaient pas à la place où on les a trouvés. Ils ne devraient pas être là-bas. Sur un tout autre registre, le Premier ministre français Manuel Valls a entamé ce dimanche soir une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, il a rencontré les forces françaises post-avancées de la lutte contre l'insécurité dans la sous-région ouest-africaine. On le suit. Votre présence et votre mission sont importantes, elles sont essentielles. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, grâce à leur position stratégique, géographique, sont un appui solide pour l'ensemble de la région. Votre entraînement quotidien, la variété et la complémentarité de vos équipements, je viens de le voir, votre disponibilité immédiate nous donne une capacité d'intervention unique. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi dans le débat public français, il y en a qui s'interrogent pourquoi nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas pour aider nos frères africains, nous sommes là-bas pour assurer la sécurité aussi de nos ressortissants ou de nos intérêts, et nous sommes là-bas avec d'autres forces africaines, l'Union européenne, d'autres pays, je l'espère, je pense notamment au Canada, mais parce que pour assurer nos propres sécurités. Elle se joue aujourd'hui d'abord en... Référendum sur une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Après le vote, place au dépouillement et selon les premiers chiffres, le taux d'abstention est en passe d'être important. Le référendum sur une nouvelle constitution pour lequel 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche a été émaillé d'incidents dans des bureaux de vote à travers le pays. À Yopougon, réputé pro-opposition, une cinquantaine de jeunes ont bloqué une rue avant que 3 d'entre eux ne vandalisent les 9 bureaux de l'école Tikoji de Marché. Mais les autorités assurent toutefois que le processus s'est bien déroulé dans l'ensemble. Alors que le dépouillement a commencé, l'opposition estime que le taux de participation a été très faible alors qu'il n'est pas possible pour le moment de vérifier ces affirmations. Les chiffres en notre possession indiquent que le taux global de participation à cette élection se situe entre 6 et 7% sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, c'est un succès éclatant du mot d'ordre de boycott que nous avons lancé. Pour nous, c'est un désaveu cinglant que les Ivoiriens viennent d'infliger à M. Alassane Ouattara. Il y a donc 2 options qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Soit le retrait pur et simple du test désavoué par les Ivoiriens, soit la démission, parce qu'il est l'objet d'un désaveu cinglant de la part de nos compatriotes. L'opposition avait en effet appelé au boycott du scrutin, reprochant au pouvoir de ne pas avoir consulté ni l'opposition ni la société civile, ainsi que de vouloir faire passer le projet à la sauvette avec une campagne de 7 jours et une diffusion faible d'un test qu'elle qualifie de monarchique et rétrograde. Si les bureaux avaient presque tous fermé, la compilation des résultats ne devrait être connue que lundi ou mardi, selon la commission électorale indépendante. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, la justice a abandonné les poursuites pour fraude engagées il y a 3 semaines contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le procureur général. Au terme de plus d'1 heure d'un laborieux exposé, truffé de références à la loi et à la jurisprudence, le procureur général, Sean Abraham, a reconnu que les accusations initialement reconnues contre le ministre des Finances et 2 anciens responsables des services du fisc sud-africain étaient infondées. Outre les charges abandonnées ce lundi, Pravin Gordhan est également soupçonné d'avoir mis en place au sein du fisc sud-africain qu'il a dirigé pendant 10 ans jusqu'en 2009 une unité qui aurait espionné des hommes politiques, dont le président Jacob Zuma. À ce propos, l'enquête est toujours en cours. L'organisation Human Rights Watch a accusé ce lundi des responsables nigérians, notamment des policiers et soldats, d'avoir violé et abusé de femmes réfugiées dans des camps du nord-est du pays. 4 victimes interrogées par l'organisation de défense des droits de l'homme ont affirmé avoir été droguées et violées après avoir déjà été victimes des djihadistes de Boko Haram. 37 autres ont rapporté avoir été conduites à avoir des relations avec ces responsables en échange de fausses promesses
de mariage ou d'aide médicale et financière. Human Rights Watch affirme avoir en juillet recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de déplacés de Maiduguri, capitale de l'État du Borno, qui ont été abusées sexuellement par des responsables de camps, des membres de milices d'autodéfense, des policiers et des soldats. Ce journal se poursuit. Au mois de septembre dernier, Alpha Condé, le président guinéen, a reçu Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, pour lancer le dialogue politique en Guinée. De passage au Sénégal pour la France, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ces pourparlers qui ont permis d'aplanir les divergences entre majorité et opposition sur plusieurs questions relatives à la situation politique et économique et sociale du pays. Cellou Dalein Diallo au micro de notre correspondant au Sénégal. Le dialogue se répète, mais ce dialogue-là a ceci de particulier, c'est que nous avons obtenu l'engagement du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de veiller à l'application des décisions du dialogue. Il y avait des revendications pour lesquelles nous avons organisé plusieurs manifestations de rue, mais d'abord l'application des décisions de dialogue intérieur. Nous avons obtenu son engagement à veiller sur cette application. Et ça concernait l'indemnisation des victimes de nos manifestations. Il faut rappeler qu'il y a eu plus de 70 militants de l'opposition qui ont été abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Il n'y a eu aucune enquête et aucune sanction administrative, même administrative, à l'endroit de ces agents de forces de défense et de sécurité. Donc nous avons obtenu l'engagement du gouvernement non seulement de diligenter les enquêtes, mais d'indemniser les victimes de ces violences. Ensuite, il y avait la question de la CENI qui s'est avérée incompétente, qui s'est montrée incompétente face à sa mission d'organiser des élections équitables, libres et transparentes. Donc nous avons obtenu que cette CENI soit réformée à la prochaine session. Pour finir, début des pourparlers au Venezuela, le président Nicolás Maduro et des représentants de l'opposition ont entamé ce dimanche un dialogue pour essayer d'enrayer la crise politique que traverse le pays. Reportage. Réunis autour d'une même table, le gouvernement vénézuélien et l'opposition ont entamé les pourparlers. Et ce, après près d'un an de tension et de blocage institutionnel. Le dialogue s'est ouvert dans la soirée de ce dimanche dans un musée des environs de Caracas. Le Vatican et l'Union des Nations sud-américaines en sont les médiateurs. Dès le début de ce processus, je vous demande au nom du pape François de réussir à trouver un terrain d'entente pour rendre ces discussions crédibles, faire des gestes concrets et faire preuve de bonne volonté. Ces pourparlers interviennent au moment où l'opposition de centre-droit cherche à faire partir le président Nicolás Maduro. À l'ouverture du dialogue, Nicolás Maduro a exprimé son engagement à y participer. Je tiens à remercier le pape François et son représentant, comme je l'ai fait il y a quelques jours à Rome, et à exprimer mon engagement absolu en tant que président de la République et leader du mouvement révolutionnaire bolivarien du Venezuela dans ce processus de dialogue. Le président Nicolás Maduro a menacé de faire arrêter les dirigeants de l'opposition si un processus de destitution était engagé contre lui au Parlement, comme prévu cette semaine. Pour sa part, l'opposition a appelé à une marche pacifique jeudi prochain vers le palais présidentiel de Miraflores, un lieu hautement symbolique. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika.